Alors 1.2, le doute hyperbolique de Descartes. Donc rappelez-vous qu'on est dans un cours sur la vérité. Je suis censé vous enseigner la vérité. Ce que c'est que la vérité, bien sûr. Non, parce qu'il n'y a que les gourous qui enseignent la vérité. Si quelqu'un un jour vient vous dire qu'il vient vous enseigner la vérité, fuyez. C'est peut-être le plus simple. J'allais vous dire méfiez-vous, mais non, fuyez. C'est plus rationnel finalement. Alors, donc rappelez-vous, chez Platon, la vérité, correspondance. Enfin bon, vous avez revu votre cours, vous vous souvenez de ça. Bon, voilà. Alors chez Descartes, c'est un petit peu différent puisque là on est dans on rentre dans la philosophie moderne. On est au XVIIe siècle, pardon, pas au XVIe, au XVIIe. Et évidemment, on ne pose plus, ça se discute, mais bon, en tout cas, Descartes ne pose pas Dieu comme une hypothèse absolument indiscutable à partir de laquelle on pourrait fonder toute l'épistémologie. Non. Descartes, lui, il est à la recherche de quelque chose qui pourrait fonder une certitude absolue. Donc Descartes est à la recherche d'une sorte de vérité indubitable, hein, pour reprendre ces termes. Donc d'une vérité dont on ne pourrait pas douter, puisqu'elle est indubitable. Bon. C'est cela que recherche Descartes, une certitude absolue. Pourquoi ? Parce qu'il veut, avec cette certitude-là, fonder la connaissance, une connaissance certaine, et avec cette connaissance certaine, fonder la science. Bon. Dans une perspective cartésienne, la science, c'est un discours qui décrit la réalité du monde. C'est donc un discours absolument vrai. Un discours qui correspond à la réalité. Et donc, pour que ce discours puisse exister, il faut qu'une vérité puisse elle-même exister. Il faut que la vérité en elle-même existe. Alors, comment s'assurer que la vérité existe ? Eh bien, Descartes propose, dans le discours de la méthode, de douter d'absolument tout. Alors, on parle de doute hyperbolique, parce qu'évidemment, Descartes lui-même ne souscrit pas à cette démarche. Enfin, il ne pense pas que rien de ce qui est autour de lui n'existe, si vous voulez. Il ne pense pas que son doute soit une démarche parfaitement rationnelle. Mais c'est une démarche qui permet de mener une recherche, la recherche de la vérité. Donc Descartes doute de tout. Il met tout en doute. C'est ça qu'on appelle le doute hyperbolique, ou on pourrait appeler ça le doute radical, ou certains appellent ça le doute méthodique. Bon, il doute de tout, d'absolument tout. Donc il commence par douter du monde extérieur, donc de la réalité de l'existence du monde extérieur. Ça se trouve, tout ce qui est autour de moi n'existe pas. Donc vous n'existez pas. Voilà. Cette table n'existe pas. Enfin, cet ordinateur n'existe pas. Il commence à douter de son propre corps. Voilà, je n'existe pas. Voilà. Et puis, il n'y a rien qui existe, quoi. Voilà. Bon, c'est l'idée du doute hyperbolique. Descartes parvient à la conclusion suivante, il se dit, oui, mais certes, je peux douter de tout, mais il y a quelque chose dont je ne peux douter. De quoi ne puis-je pas douter ? Je vous mets à contribution. Bon. Je doute de tout. Oui, mademoiselle ? Vous allez un peu vite en besogne, mais évidemment, c'est la conclusion. Mais pourquoi ne pouvez-vous pas douter de vous-même ? Qu'est-ce qui vous permet d'arriver à cette conclusion ? N'ayez crainte, oui ? S'il doute, c'est qu'il existe. Son esprit existe. Voilà, son esprit existe. Mais avant d'arriver à mon esprit qui existe, il y a un tout petit truc, une toute petite étape du raisonnement. Je pinaille. Hein. Bon, en fait, vous y êtes, vous avez la bonne réponse. Hein, mais Descartes, en fait, remarque que il y a quelque chose dont on ne peut douter, c'est que quelque chose a pensé, a douté. Il y a quelque chose qui doute. Et cette chose qui doute, c'est une chose qui pense. Le doute s'exprime dans une pensée. Et donc, on ne peut nier que pour qu'il y ait doute, il faut qu'il y ait pensée. Or, pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait quelque chose qui pense. Il faut qu'il y ait, Descartes écrivait en latin, il faut qu'il y ait la res cogitans. La res cogitans, c'est quoi ? Bon, vous faites du latin, tous, bien sûr. Hein. La res, c'est la chose, et cogitans, c'est qui pense, la chose pensante.
Pensez-y, hein, on a dû vous le rabâcher X fois dans votre vie. La République reste publique, chose publique. Reste publique, non, c'est chose qui pense. Donc, il existe quelque chose, il y a quelque chose, c'est sûr, et cette chose, c'est la chose qui pense. Voilà, comme dirait Thierry Henry, Mbappé, il pense. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Bon, là, c'est la chose qui pense. Il pense. Le sujet pense. Bon, vous avez effectivement une chose dont vous ne pouvez pas douter, c'est que vous pensez. Donc, je ne peux pas, effectivement, comme l'a dit la demoiselle là, je ne peux pas vraiment douter de moi-même, puisque cette pensée, cette chose qui pense, elle est, j'ai envie de dire, incarnée, mais elle est, comment dire, oui, elle se retrouve dans le sujet qui pense. Donc Descartes parvient à cette conclusion, il y a une vérité indubitable, et cette vérité, vous la connaissez tous, hein, voilà, on la connaît, cogito ergo sum, ce qui veut dire, je pense donc je suis. Bon, voilà, Descartes, donc ça c'est dans le discours de la méthode. C'est une espèce de récit autobiographique, le discours de la méthode, dans lequel Descartes fait part de ses introspections. Donc voilà l'idée de Descartes. On a trouvé une vérité absolument indubitable. Cette vérité, c'est que je suis. Enfin, c'est d'abord que je pense, et de je pense, j'infère je suis. Alors, ça a donné lieu à beaucoup de discussions, parce qu'il y a évidemment un problème avec cette idée d'inférer l'existence d'un discours au sujet de la pensée. Il faut bien comprendre que là, Descartes, ce qu'il fait, il fait une espèce d'expérience de pensée. Ce qu'on appellerait aujourd'hui une expérience de pensée. Je doute de tout, il y a un truc dont je ne peux pas douter, c'est sûr, et effectivement, là, on arrive face à une forme d'impasse, je ne peux pas douter que j'ai pensé que j'ai douté, donc, je suis. Sauf que, cela suppose que je suis, c'est une espèce de constante qui continue à perdurer indépendamment de l'expérience de pensée que l'on fait, c'est-à-dire l'expérience du doute hyperbolique qui conduit à l'expérience du cogito. Sauf que, en réalité, je n'ai aucun moyen de savoir que je suis quand je ne fais pas l'expérience du cogito. L'expérience du cogito, l'expérience du doute hyperbolique, c'est une expérience de pensée qui s'inscrit dans un discours. C'est une expérience qui s'inscrit dans la logique, une expérience logique, qui s'inscrit dans le logos. Alors que je suis, quand je dis je suis, je fais une proposition qui a une portée ontologique, c'est-à-dire qui définit des choses qui existent dans le monde réellement, indépendamment de la pensée. Bon, là, je fais une proposition qui porte sur la réalité. Or, c'est quand même assez difficile de pouvoir inférer une réalité éternelle, je suis, d'une proposition ponctuelle, je doute de tout. Descartes, de ce fait, dans les méditations métaphysiques, ça c'est le début de la seconde méditation, se corrige lui-même. Il supprime cette inférence ici du je pense donc je suis et reformule le cogito de cette manière-là. Il dit voilà, je suis, j'existe, cette proposition est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Donc l'idée ici, c'est que effectivement il y a une vérité indubitable, mais cette vérité, eh bien, elle n'est accessible qu'à la condition, bien entendu, que nous fassions l'expérience du cogito. Sinon, cette vérité n'a plus de sens. Bon, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors à partir de là, c'est plutôt sympa parce qu'on a trouvé une vérité, on a trouvé quelque chose qui était absolument véritable, on a trouvé la vérité en quelque sorte. Et donc on sait que la vérité existe. Et si la vérité existe, on sait alors qu'on peut fonder des connaissances qui sont elles-mêmes vraies. Alors il y a tout un tas de problèmes avec cet argumentaire-là. Et je vais vous les exposer. On les rédigera pas tous, mais je vais vous les exposer pour que vous ayez quand même une connaissance à minima. Et c'est des questions qui reviennent notamment quand on fait le cours sur le sujet, le cours sur autrui. C'est la raison pour laquelle on les rédigera pas. Mais bon, c'est bien que
que vous les saisissiez. Bon, alors, un certain nombre de problèmes, disais-je, qui découlent de cette expérience du je pense, donc je suis donc. Effectivement, bon, ça semble assez convaincant, cette histoire-là, puisque, effectivement, on ne peut pas douter qu'on doute. Donc, on ne peut pas douter qu'il y a quelque chose. Ça, c'est le point fort, on va dire, de ce moment de la philosophie de Descartes. Cependant, le problème, c'est que cette expérience du cogito conduit à de nouveaux problèmes qui ne sont pas résolus, en tout cas par Descartes, de manière très très satisfaisante. Alors, je vous les donne pêle-mêle, je vous donne peut-être les plus connus de ces problèmes. Premier problème très connu, c'est le problème du solipsisme. Bon, alors, ça vient du latin solus ipse, donc ce qui veut dire grosso modo être seul. Ne confondez pas le grec et le latin. Il y a quelques années, j'ai une de mes élèves qui m'écrit dans une copie. Alors la philosophie, alors elle me donne l'étymologie, ça vient du latin phil, donc qui veut dire la sagesse, osoph, l'ami. C'était malheureusement du grec, ça vient de philia et sophia. Donc, oui, donc là c'est bien du latin, vous voyez, il n'y a pas de ph, donc c'est généralement du latin. Enfin, si vous voyez du ph, en tout cas, c'est généralement du grec. Bref, je ferme la parenthèse. Problème du solipsisme, alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, une fois qu'on a fait l'expérience du cogito, ben, on sait qu'on existe nous, mais on n'a aucune certitude de l'existence du monde extérieur, ce qu'on appelle le monde extérieur, c'est-à-dire le monde qui est à l'extérieur de moi. Par conséquent, eh bien, oui, je sais que j'existe, mais tout ce que je vis là actuellement, c'est peut-être du rêve. Ça se trouve, vous n'existez pas. Ça se trouve, vous êtes, comme dirait Descartes, des marionnettes sous des chapeaux et des manteaux. Comment je sais que vous existez, moi? Pouvez-vous me prouver que vous existez? Vous pouvez? Vous êtes sûr? Je ne sais pas. Vous me prouvez que vous existez. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez jamais y arriver. C'est effectivement impossible. Donc, on met toujours en doute le monde extérieur. Nous sommes seuls, comme dirait Corneille, non pas le dramaturge, mais le chanteur, je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. D'accord? Donc, c'est un peu le problème de cette pensée cartésienne. Comment est-ce qu'on résout ce problème? Je vais vous donner après les réponses, ne vous inquiétez pas. Autre problème de taille, c'est le problème du dualisme. C'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme. En fait, Descartes place dans cette res cogitans une ousia, une substance. Et cette substance, la chose qu'il pense pour Descartes, c'est une substance. C'est quelque chose de réel. Et cette chose qu'il pense, c'est quoi cette substance? C'est l'âme, c'est ça, vous l'avez dit. C'est l'âme, effectivement. C'est l'âme. Pour Descartes, c'est l'âme qui pense. Et le corps, c'est le médium, par lequel l'âme s'exprime. D'ailleurs, pour Descartes, ça apparaît notamment dans ses correspondances, dans une lettre qu'il adresse au père Mélan, l'âme, c'est ce qui constitue l'identité du sujet. Descartes remarque que le corps ne cesse de se transformer au fil du temps. D'ailleurs, mon corps n'est pas le même maintenant qu'il était au moment où j'ai commencé cette phrase. Vous voyez, le corps se transforme. Donc le corps ne peut pas fonder l'identité parce qu'il n'est jamais identique à lui-même. Alors que l'âme, elle, existe de toute éternité, et c'est elle qui fonde l'identité du sujet. Je suis toujours moi-même parce que, justement, j'ai une âme qui fait que je suis toujours moi-même. Sauf que vous voyez bien que là, si vous commencez à faire une hypothèse de cette nature-là, vous supposez qu'il existe une âme et un corps. Bon, ça, c'est une hypothèse théologique. Et puis alors, comment l'âme agit sur le corps? Comment l'âme, qui est métaphysique, fait se mouvoir le corps, par exemple? Et ça, c'est un problème. Ça. Descartes, il n'y répond pas vraiment. Alors, les solutions que trouve Descartes à ces problèmes, c'est... la solution, d'ailleurs, c'est de faire intervenir Dieu dans l'équation. Vous vous rendrez compte que c'est assez pratique de faire appel à Dieu. Quand vous n'arrivez pas à expliquer quelque chose, vous dites que c'est Dieu. Personne ne pourra prouver que c'est ça ou que c'est pas ça. Vous pouvez lui faire dire n'importe quoi, lui faire faire n'importe quoi, ça marche. Ouais. Ça explique tout, Dieu. C'est une espèce de... C'est une formule magique, si vous voulez. Bon. Mais Descartes, c'est pas le dernier des crétins. Alors il se dit,
Bon, ok, je fais appel à Dieu, mais il faut que je sois capable de justifier le fait que je fais appel à Dieu. Alors évidemment, on comprend bien que s'il y a Dieu, le solipsisme et le dualisme ne sont plus un problème. Alors, enfin, le dualisme encore un peu, mais en tout cas, le solipsisme n'est plus un problème. Pourquoi? Parce que l'idée de Descartes, c'est comme Dieu a ces trois caractéristiques que lui attribue généralement la philosophie moderne, à savoir d'être omniscient, omnipotent et bénévolent, c'est-à-dire il sait tout, il peut tout, et puis il est sympa. Voilà. Donc la perfection de Dieu. Eh bien, Dieu en tant qu'être parfait n'est pas une espèce de malin génie qui viendrait nous tromper, et Dieu ne nous trompe pas donc sur ce que nous percevons et sur ce que nous connaissons. Et comme il ne nous trompe pas, eh bien, nous pouvons être certains que, par analogie, celui que je reconnais comme étant mon alter ego est effectivement, en réalité, mon alter ego. Alors, ça suppose encore d'autres hypothèses. Une hypothèse selon laquelle, par exemple, la vérité serait un concept qui aurait une réalité propre. Bon, ça, c'est aussi un autre problème. Et alors, Descartes, bien sûr, ne se satisfait pas de dire que Dieu me permet d'être certain de l'existence d'autrui que je reconnais par analogie, comme étant mon alter ego. Il démontre que Dieu existe. Et ça, c'est très fort, parce que si vous arrivez à apporter une démonstration de l'existence de Dieu, votre raisonnement, maintenant, il est complètement valide. Bon, alors, je vais vous donner les deux démonstrations que fait Descartes, et vous pourrez en juger. Premier argument que donne Descartes pour prouver l'existence de Dieu, il dit, voilà, Dieu est un être infini. Bon, vous êtes d'accord? J'espère. Je suis un être fini. Vous êtes d'accord? En tant qu'être fini, je ne peux par nature avoir l'idée de l'infini. Il faut donc que l'idée de l'infini me soit soufflée de l'extérieur par une entité qui elle-même serait infinie et qui, du fait de son infinité ou de son infinitude, pourrait avoir l'idée de l'infini. Par conséquent, comme j'ai l'idée de l'infini, cette entité existe. La seule entité qui est infinie, c'est Dieu. Donc, Dieu existe. C'est QFD. Vous êtes assez convaincu par cette démonstration? Non, ça n'a pas l'air de vous passionner, mais je vous ferai remarquer quand même qu'on va quand même démontrer que Dieu existait. D'accord. C'est bouleversant quand même. Non, je veux dire, les athées, là, ils prennent une claque. Bim, bim. Non. Si vous êtes convaincu par cet argument, vous devez souscrire à la conclusion selon laquelle Dieu existe. Bon, alors, comme vous n'avez pas l'air bien réveillé et n'avez pas l'air de bien saisir, en fait, je vais vous dire ce qui cloche dans cet argument. Bon, faisons l'expérience suivante. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer une licorne? Oui. Très bien. Est-ce que les licornes existent? Non. Non, voilà. Donc, en fait, il ne suffit pas de pouvoir s'imaginer quelque chose pour que les choses existent. C'est ridicule. Vous voyez? Vous pouvez très bien contempler le ciel et avoir l'idée de l'infini sans que l'infini ait une existence propre non plus, vous voyez? Ou sans que Dieu ait besoin d'exister. L'argument, bien sûr, ne tient pas. Tout ce qu'on n'imagine pas, tout ce dont on a l'idée n'existe pas nécessairement. Donc cet argument est, bien sûr, un argument très faible. Ça ne marche pas. Mais Descartes donne un deuxième argument, peut-être celui-là plus convaincant. Dieu est parfait. Vous êtes d'accord? Oui, alléluia. Bon. Or, le propre de la perfection, c'est d'avoir toutes les qualités. D'accord aussi. S'il manquait à la perfection l'existence, alors il lui manquerait une qualité. Donc, elle existe nécessairement. Donc Dieu existe. Oui? Je peux, mais autant que vous voudrez. Dieu est parfait. La perfection a toutes les qualités. S'il lui manquait à la perfection l'existence, alors, par définition, elle serait imparfaite. Donc, elle existe nécessairement. Donc, Dieu existe. Non? Convaincu, pas convaincu? Non. Oui? Le seul problème, c'est d'où on tient que Dieu est parfait. Ok, donc vous, c'est là que vous voyez le problème. Alors, effectivement, c'est une réflexion qu'on m'a fait dans une autre classe quand j'ai fait ce cours-là. Donc, vous pouvez même supprimer Dieu de l'équation et vous gardez la perfection. Mais alors, si la perfection existe, la perfection, on l'a qu'à l'appeler Dieu. Voilà. Et on résout votre problème. Et d'où la perfection existe?
Mais elle existe nécessairement, parce que si elle n'existait pas, il lui manquerait la qualité de l'existence. Donc elle existe. Qu'est-ce qui vous... Il n'y a rien d'autre qui vous gêne, mais effectivement, mais il y a une objection plus forte qu'on peut faire. Alors, il y a un... Oui, allez-y. Non, n'ayez pas peur. Hein. Non, en fait, c'était pour me demander. Je recommence. Dieu est parfait, la perfection a toutes les qualités, par définition. Hein. Or, s'il lui manquait l'existence, il lui manquerait une qualité, celle d'exister. Par conséquent, elle existe nécessairement, donc Dieu existe. Oui. C'est l'existence et une qualité. Pas de question. Bien vu. Donc, comme l'a remarqué un vieux philosophe, comment vous appelez-vous? Votre nom? Sarah. Sarah, enchantée. Moi, c'est Lasserre. Donc, comme l'a remarqué Sarah, Kant... Sarah. Comment? Sarah. Avec un M à la fin. Ah, Sarah, excusez-moi. Donc, comme l'a remarqué Sarah, Kant, environ, 250 ans avant vous, voilà. Mais vous avez bien fait de le remarquer, dans sa critique de la raison pure. Alors, c'est un tout petit livre de philosophie, ça. Vous pouvez le lire, je vous le conseille. Tout petit. Je vous en conseille la lecture. Si vous devez en lire un seul, lisez celui-ci. Donc Kant remarquait que, comme l'a remarqué notre ami Saron, être n'est évidemment pas, il l'a formulé différemment, mais c'est la même chose. Évidemment pas un prédicat réel. On cite dans le texte. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, Kant remarque que... Enfin, Kant il essaie de refonder l'épistémologie au XVIIIe siècle. Kant écrit environ 150 ans après Descartes, un peu moins 140 ans après le discours de la méthode. Donc, l'idée de Kant, c'est que vous avez des sujets, donc les sujets sont des choses qui existent, et ces sujets ont des prédicats, donc les prédicats sont des caractéristiques, des propriétés. Exemple, si je donne cette phrase-là, ce feutre est bleu en plastique et particulièrement doux. Bon ben, le sujet de la phrase, c'est le feutre, et ses prédicats, c'est le fait d'être en plastique bleu et particulièrement doux. On discute pour la douceur. Et en fait, le fait d'exister pour un sujet, ce n'est pas une caractéristique du sujet. Ce n'est pas une propriété, ce n'est pas un prédicat du sujet. Il ne peut pas y avoir de prédicat s'il n'y a pas de sujet. Mais, donc ça veut dire que s'il n'y a pas quelque chose qui existe, il n'y a pas de prédicat. Mais l'existence, ce n'est pas un prédicat. L'existence, ce n'est pas une caractéristique. Comme l'a remarqué la camarade Saron, l'existence, ce n'est pas la propriété d'une chose. Et donc, quand Descartes dit « s'il manquait à la perfection l'existence, alors elle serait imparfaite, donc elle existe nécessairement », il fait comme si l'existence était une propriété des choses. Or, ce n'en est pas une. Donc, son raisonnement, il ne fonctionne pas. Kant, qui était un peu agressif envers Descartes à ce sujet-là, a taxé l'argument de Descartes d'argument ontologique. Voilà, ça fait mal, bien sûr. Et donc, on arrive à la conclusion suivante, c'est que Descartes n'a pas résolu le problème du solipsisme. Et alors, malheureusement, on n'aura pas le temps de le faire, mais que si on avait fait un cours sur la question du sujet et de la conscience, mais je crois que c'est plus au programme. Il y a la conscience, je crois. Il y a la conscience. Il n'y a pas le sujet. Ah bon. Eh bien, on aurait pu justement voir comment résoudre peut-être ce problème différemment. Et alors, le dualisme, maintenant, le problème de comment l'âme interagit avec le corps. Parce que même si vous mettez Dieu dans l'équation, il faudra quand même expliquer comment une substance métaphysique agit sur une substance physique. Or, Descartes reste assez flou là-dedans. Il dit oui, comprenez, l'âme et le corps sont intimement liés. Voilà. On dirait presque un discours d'Emmanuel Macron, là, si vous voulez. Loin de moi l'idée de comparer Descartes à Macron, quand même, faut pas exagérer. Alors, il y a un philosophe cartésien qui s'appelle Malebranche et qui a plus ou moins résolu ce problème du dualisme. Et il a résolu en émettant la théorie d'un miracle permanent. Alors voilà la théorie. Bah, évidemment, l'âme ne peut pas agir sur le corps. La seule âme qui puisse agir sur la matière, c'est une âme qui est omnipotente. C'est donc Dieu. Oui, c'est Dieu, bien sûr, merci. C'est Dieu. Donc, quand nous bougeons, ce n'est pas notre âme qui nous fait bouger. C'est nécessairement Dieu qui nous fait bouger. Logique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu est aussi omniscient, Dieu sait ce que je veux faire,
Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il accorde mon mouvement avec ma volonté. Il sait que je veux bouger les bras. Il le sait, donc il fait bouger mes bras. Mais c'est pas moi qui bouge mes bras, c'est pas mon âme, c'est Dieu. Dieu, il s'éclate, il fait des trucs comme ça. Voilà. Donc c'est ça le truc de Malebranche, le miracle permanent. Alors évidemment, vous comprenez que, là encore, on a un gros problème parce qu'on a des hypothèses théologiques, c'est-à-dire qu'on suppose l'existence de Dieu, et on n'arrive pas à résoudre ces problèmes sans supposer l'existence de Dieu. Et alors bon, il y a d'autres problèmes qui sont, mais ça je peux malheureusement pas les développer dans un cours sur l'épistémologie. D'autres problèmes qui sont inhérents à cette histoire du cogito et qu'on n'arrive pas encore à surmonter. Oui. Mais du coup, si c'est Dieu qui contrôle le corps, Oui. bah, si tu fais des péchés et tout, bah, c'est Dieu qui a fait les péchés. Eh non, parce que les péchés sont. Alors, si vous voulez rentrer sur un terrain moral, la question du camarade, c'était pour ceux qui n'ont pas entendu. Si Dieu contrôle notre corps, donc quand nous péchons, c'est Dieu qui pêche. Non, parce que la logique morale chrétienne, c'est une logique déontologique. C'est-à-dire que ce qui compte dans l'acte moral, ce n'est pas l'acte moral lui-même, c'est l'intention. Et comme l'intention est déterminée dans la volonté, c'est le sujet qui pêche, pas Dieu. Dieu, il ne fait qu'exécuter la volonté du sujet. Il ne pêche pas. Dieu est parfait, n'oubliez pas. Il y a d'autres problèmes. Il y a des philosophes aujourd'hui qui remettent complètement en cause même l'expérience du cogito. Mais je ne peux pas malheureusement rentrer sur ce terrain-là, ce serait beaucoup trop compliqué et ce serait un petit peu à côté. Mais disons qu'effectivement, on a trouvé une vérité, mais donc j'existe, ok, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que la vérité existe, et ça ne veut pas dire non plus que le monde, en quelque sorte, c'est le miroir de la réalité. C'est un peu plus compliqué que ça, malheureusement. Alors, il va vous falloir noter un petit peu, désolé, ça faisait longtemps. Je récupère le cours. Préparez-vous à écrire. Hop. Je vous enseigne la vérité. Non, toujours pas. Vous n'êtes pas sensible à cet enseignement. Alors, en vrai, c'est facile. Après, on va faire un truc plus marrant. Honnêtement, moi, la métaphysique, j'aime pas trop ça. C'est question d'affinité, après. Monsieur, Chacun, oui. si on enlève Dieu de l'équation des thèses philosophiques, il y a le quart des thèses qui sont plus valables. Non, en fait, vous avez. Alors, ce que demande la camarade au premier rang, c'est si nous supprimons Dieu des théories philosophiques, ben, la plupart ne sont pas valables. Alors, c'est l'impression que peut vous donner effectivement un cours de philosophie de terminale dans lequel nous voyons tous les grands classiques, la plupart, et parmi les grands classiques, évidemment, dans la philosophie ancienne et la philosophie moderne, on recourt quasiment toujours à Dieu. Mais dès lors que vous arrivez au 19e siècle, bon, déjà au 18e siècle, ça commence déjà un peu à virer de bord. Fin 19e, Dieu, il commence un petit peu à disparaître, comme dirait le bon vieux Nietzsche, il commence à mourir en quelque sorte. Puis alors au 20e siècle, Dieu, il est plus dedans. Enfin, Dieu, aujourd'hui, plus personne ne met Dieu dans la philosophie. Ça veut dire qu'il y a une explication rationnelle à ça. On a trouvé d'autres explications au solipsisme, et on considère que le dualisme n'est pas un problème. Parce qu'on considère qu'il n'y a que le corps, en fait. On considère qu'il n'y a pas l'âme. Donc à partir de là... quand on fera un cours sur la conscience, si un jour on le fait, je vous expliquerai tout cela peut-être, modestement. Donc vous avez noté le titre et vous allez noter maintenant le cours. Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Point. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance. Il commence à faire chaud là. C'est bien. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance. Oui. D'une certitude absolue, pardon.
Descartes, dans le discours de la méthode, part à la recherche d'une certitude absolue. Point. Son but est de trouver un fondement nécessaire et sûr à la connaissance, virgule, sur lequel pourrait reposer la science. Sur lequel pourrait reposer ou s'appuyer la science. Point. Point. Descartes procède alors à un doute radical. Deux points. Descartes procède alors à un doute radical. Deux points. Il doute d'absolument tout. Il doute d'absolument tout. Point. À la ligne. À l'issue de ce doute, Descartes remarque qu'il y a une chose dont il ne peut douter. Deux points. À l'issue de ce doute, Descartes remarque qu'il y a une chose, dont il ne peut douter. Deux points. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Point. Le fait qu'il y ait une pensée qui doute. Point. Cette pensée est nécessairement une chose qui pense. Point. Cette pensée est nécessairement une chose qui pense. Point. Cette pensée est nécessairement une chose qui pense. Point. Descartes est donc certain qu'il existe une res cogitans, la chose qui pense. Descartes est donc certain qu'il existe une res cogitans. Descartes est donc certain qu'il existe une res cogitans. Point. Or, la res cogitans ne peut être autre chose que le sujet lui-même. Tout ça, c'est dans la pensée de Descartes. Or, la res cogitans ne peut être autre chose que le sujet lui-même. Point. Descartes conclut donc, deux points, ouvrez les guillemets. Descartes conclut donc, deux points, ouvrez les guillemets. Descartes conclut donc, deux points, ouvrez les guillemets. Cogito ergo sum. Bon, je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Ce qui veut dire, rappelez-vous, je pense donc je suis.
pouvez noter la traduction si nécessaire. Attendez. Ah ok, il est là, c'est bon. Point à la ligne. Dans les méditations métaphysiques, Descartes revient sur son cogito, sur son cogito. Dans les méditations métaphysiques, Descartes revient sur son cogito, c'est-à-dire l'expérience du cogito, vous avez compris. Voilà. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle l'existence réelle d'une chose. En effet, on ne peut inférer d'une expérience de pensée ponctuelle l'existence réelle d'une chose. Point. On ne peut sauter, comme un saut, on ne peut sauter du plan logique au plan ontologique. On ne peut sauter du plan logique au plan ontologique. Voilà. Descartes reformule donc son cogito, deux points ouvrez les guillemets. Descartes reformule donc son cogito, deux points ouvrez les guillemets. Je suis, virgule, j'existe, je suis, virgule, j'existe, virgule. Cette proposition est nécessairement vraie. Je suis, j'existe. Cette proposition est nécessairement vraie. Toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit. Si j'existe, cette proposition est nécessairement vraie, toutes les fois que je la prononce, ou que je la conçois en mon esprit. Fermez les guillemets. Point. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito pour acquérir cette certitude. Ainsi, il est nécessaire de faire l'expérience du cogito pour acquérir cette certitude. Point. Au-delà de cette expérience, il n'y a plus rien de sûr. Au-delà de cette expérience, il n'y a plus rien de sûr.
Point à la ligne. De plus, le cogito cartésien pose des problèmes importants. De plus, le cogito cartésien pose des problèmes importants. On va donner les deux problèmes du solipsisme et du dualisme. De plus, le cogito cartésien pose des problèmes importants. Deux points à la ligne. Vous pouvez mettre un tiret si vous voulez. Le premier est celui du solipsisme. Point. Le premier est celui du solipsisme. Point. En effet, après le doute hyperbolique, le sujet n'a aucune certitude quant à l'existence d'autrui. Après le doute hyperbolique, le sujet n'a aucune certitude quant à l'existence d'autrui. Point. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Par analogie, chacun reconnaît l'autre comme son alter ego. Alter ego, c'est alter, A-L-T-E-R, espace, ego, E-G-O. L'autre moi. Point. Mais on ne peut être certain que c'est bien le cas. Mais on ne peut être certain que c'est bien le cas. Point. Descartes résout ce problème. Descartes résout ce problème en invoquant l'action de Dieu. Descartes résout ce problème en invoquant l'action de Dieu. Descartes résout ce problème en invoquant l'action de Dieu. Point. Il fonde ainsi son raisonnement. Sur une hypothèse théologique. TH, théologique. Il fonde ainsi son raisonnement sur une hypothèse théologique. Point. Malheureusement, les preuves de l'existence de Dieu apportées par Descartes, sont insatisfaisantes.
Point. Voilà. Vous pouvez aller à la ligne et faire un deuxième tiret. Insatisfaisante. L'autre problème est celui du dualisme. L'autre problème est celui du dualisme. L'autre problème est celui du dualisme. Point. Descartes n'explique pas comment l'âme, virgule, Descartes n'explique pas comment l'âme, virgule, en tant que substance métaphysique, Descartes n'explique pas comment l'âme, virgule, en tant que substance métaphysique, virgule, agit sur le corps. Descartes n'explique pas comment l'âme, en tant qu'entité métaphysique, agit sur le corps. Point. Il recourt, là encore, à une hypothèse théologique. Il recourt, là encore, à une hypothèse théologique Il recourt là encore à une hypothèse théologique, virgule, à savoir l'affirmation de l'existence de Dieu. Bon, voilà. Donc, vous voyez que tout ceci n'est quand même pas très réjouissant, puisqu'on est tout le temps obligé de recourir à Dieu pour se justifier. Donc oui, on a une vérité. Alors bon, là, je vous le dis en guise de transition, Descartes pense un peu comme Galilée, comme on a acquis une vérité, une certitude absolue qui est celle du cogito, eh bien la vérité transcende tout le domaine de la connaissance en général, et donc il est possible de décrire le monde de manière complètement, dans les modalités d'une vérité correspondance, donc de manière complètement fidèle en quelque sorte. Voilà. Et c'est ça l'idée de Descartes. Galilée pensait, et ça on le verra dans ce qui suit, que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Et c'est un peu l'idée de Descartes finalement, c'est que par la géométrie, par les raisonnements géométriques, on dérive de vérité en vérité en vérité, et ces vérités sont une description de la réalité elle-même, de la réalité métaphysique du monde. On va voir ça dans ce qui suit, mais là nous prenons 5 minutes de pause parce que ça sonne. Voilà pour le 1.2. Bon, nous allons venir sur des choses un peu plus proches de nous maintenant. On va se débarrasser de Dieu puisque ça avait l'air de vous préoccuper. Et aller vers des choses un peu plus rationnelles.
je vais vous parler de l'argument du miracle. Ah, excusez-moi. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. C'est affreux ce qui m'arrive. Hop. Ok. Oui. Nickel, c'est parfait, merci beaucoup. Notre vie est sauvée. Vous avez mis sur Pornhub le début du chapitre? Ce sera là bientôt. Oui, tout est là, tout y sera. Ok, alors. L'argument du miracle. Alors là, on va aborder une partie particulière du réalisme métaphysique. On va s'intéresser au réalisme scientifique. Bon, mais vous allez voir que c'est pas tellement différent. Il y a une philosophe contemporaine, qui est professeure au Collège de France, qui s'appelle Claudine Tiercelin, et qui notamment dans un de ses bouquins, alors le truc avec Tiercelin, c'est qu'elle écrit toujours la même chose dans tous ses articles et tous ses livres, donc là je vous donne ça, mais ça pourrait être dans n'importe quoi d'autre qu'elle a écrit, puisqu'elle dit toujours la même chose depuis environ 25 ans. Donc dans Le ciment des choses, ça c'est paru en 2011, chez Itac. Ce que dit Tiercelin, c'est que le réalisme métaphysique, le réalisme scientifique doit être distingué du réalisme métaphysique. Bon, alors le gros problème qu'il y a, spoilers, avec la thèse de Tiercelin, c'est que pour défendre le réalisme scientifique, elle ne fait que recourir à des arguments réalistes métaphysiques. On voit pas trop bien en quoi, chez Tiercelin, la distinction est fondée. Bon, mais en tout cas, c'est la thèse de départ. En fait, l'idée, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Je vais vous le dire. Parce que le réalisme métaphysique a très mauvaise presse. Personne n'est convaincu par le réalisme métaphysique. Donc, il vaut mieux se mettre à l'abri du réalisme métaphysique, se mettre sous la bannière du réalisme scientifique en se cachant du réalisme métaphysique pour avoir un peu de crédibilité. Bon, malheureusement, on va voir que ça ne marche pas vraiment. Bon, alors, en quoi consiste le réalisme scientifique? Il s'agit de considérer, un peu avec Galilée, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans L'Essayeur. Il s'agit de considérer, donc, avec Galilée, que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Alors évidemment, cette position galiléenne est très radicale. Elle est d'ailleurs sans doute même trop radicale. Mais l'idée de Galilée, c'est que les théories physiques qui sont écrites en langage mathématique sont une description fidèle de la réalité qui est indépendante même de celui qui écrit la théorie, donc du théoricien. Donc le théoricien parviendrait, grâce aux théories scientifiques, à décrire une réalité qui serait indépendante de lui-même. Je vous rappelle que la définition du réalisme métaphysique, c'est le fait qu'il y ait une réalité qui existe indépendamment du sujet. Et qu'on puisse la décrire. Donc on est vraiment là dans le cadre du réalisme métaphysique. Mais Galilée, il a de bonnes raisons de penser cela. Pourquoi est-ce que Galilée pense que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité? Parce que les théories scientifiques fonctionnent. Non seulement elles parviennent à expliquer la réalité, mais elles parviennent aussi à faire des prédictions. Et cette posture-là, qui est le réalisme scientifique, c'est la posture commune dans le monde des sciences au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, et même au XXe siècle. À de nombreux égards, même si elle est beaucoup plus discutée au XXe siècle, cette posture réaliste scientifique. Pourquoi? Parce que, là encore, les théories scientifiques parviennent à fournir des explications et à faire des prédictions extrêmement précises. D'un point de vue strictement historique, si vous regardez les travaux de Newton, qui sont publiés dans un ouvrage qui s'appelle « Les principes mathématiques de la philosophie de la nature », ou de la philosophie naturelle, vous vous rendez compte que Newton, c'est quelqu'un qui est
en fait, qui crée une séparation entre ce qu'on appelle aujourd'hui la science et la philosophie. Puisqu'il est question de philosophie de la nature. En fait, la science a remplacé la philosophie de la nature. Et en fait, l'idée de Newton, c'est là encore que ce qu'il décrit dans ses équations, c'est la réalité du monde. Et longtemps, on l'a cru là encore parce qu'on a eu des résultats exceptionnels avec ces théories-là. Je vous donne un exemple très connu, vous le connaissez sans doute déjà. Au XIXe siècle, on s'était aperçu que la planète Uranus avait une orbite qui ne correspondait pas à ce que prédisaient les lois de Newton. Donc là, les scientifiques se sont dit, soit les lois de Newton sont inexactes, soit elles sont exactes, et ça veut dire qu'il y a, au large d'Uranus, un autre corps planétaire qui exerce une force gravitationnelle sur Uranus et qui pourrait expliquer justement son orbite anormale, en tout cas, ou son orbite imprévue. Bon, vous connaissez l'histoire, les physiciens européens se mettent sur le coup, et c'est Leverrier, donc le physicien français le premier, qui fait des calculs assez proches, assez exacts, qui permettent d'identifier effectivement, au-delà d'Uranus, une autre planète, qui est la planète Neptune. Et donc ce qui est assez bluffant, c'est qu'avec la théorie de Newton, on a réussi à prédire l'existence d'un corps qu'on n'avait jamais observé auparavant. Bon, l'explication qui semblait la plus rationnelle, c'était de se dire que les lois de Newton sont une description fidèle de la réalité. Et puis on a eu, ce phénomène s'est répété avec la théorie de la relativité d'Einstein. La théorie de la relativité d'Einstein, pour pouvoir exister, c'est-à-dire que pour qu'elle puisse être cohérente mathématiquement parlant, elle prédit un certain nombre de phénomènes qui n'ont jamais été observés et en lesquels la plupart des physiciens ne croyaient pas. Elle prédit par exemple la déviation des ondes lumineuses. Donc Einstein publie un papier en 1915 qui fait cette prédiction. En 1919, suite à une éclipse solaire totale, on arrive à observer effectivement, empiriquement, la déviation des ombres lumineuses. Donc ce que prédisait la théorie s'est avéré exister dans la réalité. La théorie d'Einstein prédit notamment l'existence des trous noirs. Il faut bien savoir que les trous noirs, c'est quelque chose c'est un objet purement théorique à la base. Eh bien, on a réussi à observer, indirectement certes, mais à observer quand même, quelques années plus tard, enfin quelques décennies plus tard, des trous noirs. La théorie de la relativité d'Einstein prédit également l'existence d'ondes gravitationnelles. C'est quelque chose qu'on a observé il y a 5 ans, les ondes gravitationnelles. Donc, en fait, 100 ans après qu'Einstein a publié sa théorie, on réussit à vérifier une de ses hypothèses théoriques. Bon, c'est quand même assez incroyable ça. Alors on pourrait donner le même exemple, par exemple avec le boson de Higgs. En fait, le boson de Higgs, c'est une entité théorique que Higgs a ajoutée dans sa théorie en microphysique pour que sa théorie fonctionne, et on l'a observé aussi assez récemment, dans les années 2010. Donc, eu égard à toutes ces découvertes incroyables et ces prédictions quand même tout à fait surprenantes, on est fondé à penser que si on arrive à prédire aussi bien la réalité uniquement à partir de théories, et si on arrive à prédire l'existence d'objets réels à partir d'objets théoriques, c'est peut-être que finalement, l'explication opérationnelle, c'est que la théorie décrit la réalité. Alors, vous avez un scientifique connu qui s'appelle Einstein, avec un autre physicien qui s'appelle Einstein et Infeld, qui illustre cette idée avec un exemple bien connu, l'exemple qu'on appelle aujourd'hui de la montre d'Einstein. Einstein dit la chose suivante. Imaginez que vous avez face à vous une montre. La seule chose que vous pouvez connaître de cette montre, c'est le mouvement des aiguilles. Vous ne pouvez pas ouvrir la montre pour observer les mécanismes qui s'y trouvent à l'intérieur et qui font se mouvoir les aiguilles. Et Einstein dit maintenant, imaginez que vous arriviez à créer une théorie, à élaborer une théorie qui explique de manière très satisfaisante le mouvement des aiguilles et qui arrive même à prédire leur irrégularité. Eh bien, vous seriez fondé à penser que les mécanismes décrits par votre théorie correspondent à ce qui se trouve réellement à l'intérieur de la montre si vous étiez capable de l'ouvrir et d'observer ce qui s'y trouvait. Et bien en fait, c'est ça l'argument du miracle. Enfin, c'est sur ce genre d'idée que repose l'argument du miracle. Si les théories parviennent à prédire des phénomènes de manière extrêmement précise et parfois de manière extrêmement spectaculaire, alors on a toutes les raisons de penser que ces théories sont soit des descriptions fidèles de la réalité, soit, pour reprendre les mots de Putnam, de bonnes approximations de la réalité.
Sinon, ce serait un miracle si les théories parvenaient à faire des prédictions aussi précises. La meilleure explication qui permet de justifier que, justement, nos théories parviennent à faire des prédictions aussi spectaculaires, eh bien, la meilleure explication, c'est que, justement, elles sont de bonnes descriptions de la réalité. Sinon, ce serait un miracle. Cet argument du miracle, il est avancé par un philosophe qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Hilary Putnam. Alors, le problème, c'est que vous pourrez difficilement lire Putnam parce qu'il a été très peu traduit. Alors, si vous lisez l'anglais, lisez-le. Il a été beaucoup commenté, en revanche, mais le problème, c'est qu'il a été aussi beaucoup commenté par... voilà. Bon. Mathematics. Matter and Methods. Alors, je fais déjà un disclaimer parce qu'on va revenir sur Putnam plus tard dans la troisième partie du cours. Et Putnam dira quelque chose de complètement différent de ce qu'il dit là, voire de complètement opposé. C'est pas complètement opposé en réalité, mais c'est quand même très différent. Il faut savoir que Putnam a changé d'avis au cours de sa carrière. Vous savez, il y a cette fameuse phrase de Putnam, en philosophie, je change d'avis. D'ailleurs, si tout le monde avait pu suivre son exemple, peut-être que la philosophie aurait avancé un petit peu plus rapidement. Vous avez des philosophes qui s'obstinent dans une direction, même si c'est la mauvaise, même si tout le monde sait que c'est la mauvaise, ils s'obstinent. Bon, Putnam, lui, il change d'avis. Donc gardez bien cela à l'esprit, parce que vous allez voir qu'après, les idées qu'il défend sont quand même très 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 différentes. Donc l'idée de Putnam, rappelez-vous, c'est qu'on a un phénomène. Notre phénomène, c'est, eh bien, les théories scientifiques prédisent de manière spectaculaire des phénomènes empiriques. Donc on adduit une règle, et cette règle, cette explication, c'est, eh bien, les théories scientifiques sont réalistes. Voilà. Elles sont des bonnes descriptions de la réalité. Ça, c'est l'argument du miracle, miracle argument, tel qu'il est dans le texte. Tel qu'il est énoncé dans le texte. Bon. Donc, vous voyez bien le... Je ne sais pas si vous voyez bien si c'est bien l'argument. Ce serait un miracle si les théories étaient autre chose que des descriptions de la réalité. Si c'était par hasard qu'elles décrivaient la réalité, par exemple, ce serait miraculeux. Ce qui est rationnel de penser, c'est que justement, elles sont de bonnes descriptions de la réalité. Bon, vous allez voir, dans le grand 2, on va s'attaquer à ça. Mais d'abord, il faut que vous notiez un petit peu quand même. Désolé. Je suis désolé. Je vous fais noter. Dans l'essayeur, Galilée dans l'essayeur, Galilée conçoit que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Dans l'essayeur, Galilée conçoit que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Point. Il pense ainsi que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Point. Il pense ainsi que les théories scientifiques décrivent fidèlement la réalité. Point. On parle de, vous pouvez le mettre en rouge ou le souligner, on parle de réalisme scientifique. On parle de réalisme scientifique. On peut le mettre en rouge ou souligner réalisme scientifique. Point.
Le réalisme scientifique est la doctrine dominante en philosophie des sciences jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle même, au milieu, bon. Jusqu'au XXe siècle, jusqu'au milieu du XXe siècle. Le réalisme scientifique est la philosophie dominante jusqu'au milieu du XXe siècle. Point. Il est notamment véhiculé par Einstein et Infeld. Il est notamment véhiculé par Einstein et Infeld, qui sont au tableau. Il est notamment véhiculé par, donc vous voyez qui est Einstein, E égale MC2, par Einstein et Infeld dans l'évolution des idées en physique. Il est notamment véhiculé par Einstein et Infeld dans l'évolution des idées en physique. C'est le titre du bouquin. Point. Là, vous l'avez, l'évolution des idées en physique. Voilà. Einstein imagine une montre qu'il serait impossible d'ouvrir. Einstein imagine une montre qu'il serait impossible d'ouvrir. Einstein imagine une montre qu'il serait impossible d'ouvrir. Point. Il considère qu'il y a toutes les raisons de penser. Il considère qu'il y a toutes les raisons de penser que si une théorie parvient il considère qu'il y a toutes les raisons de penser que si une théorie parvient à prédire avec exactitude tous les mouvements des aiguilles, virgule, même les plus irréguliers, parvient à décrire tous les mouvements des aiguilles, même les plus irréguliers, alors on a toutes les raisons de penser que cette théorie est une description fidèle de la réalité.
Point. Einstein tient cette idée des prédictions spectaculaires. Einstein tient cette idée des prédictions spectaculaires réalisées par les théories scientifiques. Réalisées par les théories scientifiques. Point. À la ligne. Cette idée est formalisée par Putnam, P-U-T-N-A-M. Cette idée est formalisée par Putnam dans Mathematics, Matter and Method. Mathematics, Matter and Method. Cette idée est formalisée par Putnam dans Mathematics, Matter and Method. Vous l'avez ? Virgule. Selon qui, donc Putnam, hein, ce serait un miracle, selon qui cela serait un miracle, cela serait un miracle si des théories capables de prédiction spectaculaire, ce serait un miracle si des théories capables de prédiction spectaculaire n'étaient pas de bonnes descriptions, virgule, de bonnes approximations, virgule, de la réalité. Point. C'est cela l'argument du miracle. C'est cela l'argument du miracle. C'est cela l'argument du miracle. Vous voyez, ce serait un miracle si... Bon, très bien. Alors, on a fini avec le grand 1. On peut passer au grand 2. Donc le grand 1, vous avez compris, c'est le réalisme métaphysique. Maintenant, dans le grand 2, on va aborder une autre posture philosophique qu'on appelle l'instrumentalisme. Alors, vous pouvez lire l'explication de Putnam chez Tiercelin, elle explique très bien ça, l'argument du miracle. Attention, ça va saigner. Alors, bon, le grand 1, on avait appelé ça comment? Réalisme métaphysique et vérité correspondance. Donc ça, on va l'appeler... on va appeler ça... instrumentalisme et vérité contingente.
Bon, ici, nous allons voir, il n'y aura que 2 sous-sections dans cette partie, je pense. Hein. Une partie contre l'argument du miracle, en gros, et une autre sous-section qui traitera des questions de réfutabilité. Et peut-être qu'on fera une 3e partie sur l'épistémologie sociale. Non, il y aura bien 3 parties. Donc on fera la réfutation de l'argument du miracle d'abord. Ensuite, on verra la question de la réfutabilité chez Popper. Et ensuite, on fera de l'épistémologie sociale avec notamment Thomas Kuhn et Paul Feyerabend. Bon, on va commencer par le rejet de l'argument du miracle. Une réfutation de l'argument du miracle. Pour moi. Alors, il faut bien comprendre que c'est, d'un point de vue philosophique, c'est très important l'argument du miracle, parce que si cet argument est vrai, ça veut dire que nous sommes doués d'une faculté qui nous permet de décrire le réel, qui nous permet donc d'accéder au réel. Alors, on va diviser cette réfutation en plusieurs arguments. À la fin, vous devriez être convaincu que l'argument ne tient pas véritablement. Je vais le noter ici. Hop. Donc, tout d'abord, la première réfutation le premier argument qu'on peut apporter, c'est que bon, on est bien d'accord que si c'était un miracle que nos théories ne puissent pas, si c'était un miracle que nos théories ne soient pas une description de la réalité ou une bonne approximation de la réalité, ça voudrait dire que, eh bien, ce serait un miracle si nous n'avions pas une faculté qui nous permettait d'accéder directement à cette réalité, ou si c'est pas direct, c'est-à-dire c'est pas directement par la perception. On ne peut pas y accéder directement par la perception, mais on pourrait y accéder directement par l'acte de spéculation et de réflexion et l'acte de théorisation. Bon, voilà ce que suppose l'argument du miracle. Donc, on va l'appeler MA pour miracle argument. Donc, l'argument du miracle fait une hypothèse, c'est que les hommes ou les êtres humains ont une faculté qui leur donne un accès au réel. Et cet accès au réel, eh bien, il se produit par le mécanisme de l'intellection, de la réflexion. Bon. Le problème, c'est que on n'arrive pas à expliquer comment existe et fonctionne cette faculté. En fait, on pourrait presque dire que ce serait un miracle si une telle faculté existait. Puisque comment est-ce qu'on peut expliquer que nous, êtres humains qui n'avons accès au monde que par la médiation de nos sensations, donc par la médiation de notre corps, puis de nos sensations, puis de nos représentations, comment se pourrait-il que nous puissions sauter comme ça par-dessus ce cheminement d'accès au monde à travers la représentation et y accéder, comme par magie, directement grâce à l'activité spéculative? Ça, les philosophes qui défendent l'argument du miracle ne peuvent pas l'expliquer. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Et donc, c'est quand même peut-être un peu culotté de dire que, oui, la meilleure explication au fait que les théories scientifiques constituent de bonnes explications et de bonnes prédictions du monde, eh bien, ce serait que ces théories scientifiques soient en adéquation avec la réalité. Ça marche, mais il faudrait être capable d'expliquer comment est-ce que ça se fait que nous ayons directement accès au réel. Or, ceci est inexplicable. C'est un miracle encore plus important. Si vous voulez, vous donnez une explication qui semble rationnelle, mais cette rationalité présuppose un miracle encore plus important que le fait que les théories scientifiques ne puissent pas être autre chose que des bonnes approximations de la réalité. Ce serait que les hommes auraient directement accès au réel. Ça nous conduit au fait que, en fait, cet argument du miracle, il procède d'un mécanisme logique qu'on appelle un mécanisme abductif, une abduction. Et plus précisément,
ici d'une inférence à la meilleure explication. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une abduction, un mécanisme abductif? Alors, ça n'a rien à voir avec les enlèvements par les extraterrestres, bien sûr. Donc, une abduction, c'est lorsque vous avez un phénomène que vous n'arrivez pas à expliquer, et donc vous essayez de trouver la meilleure explication à ce phénomène, et cette meilleure explication devient une règle qui l'explique. On abdue une règle à partir d'un phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer. Ici, on suppose que la meilleure explication que l'on puisse inférer du phénomène selon lequel les théories scientifiques parviennent à faire des prédictions spectaculaires, c'est que ces théories sont de bonnes approximations de la réalité. Donc c'est ça qu'on infère comme explication de ce phénomène. Bon. Sauf que c'est oublier justement que cette explication, qui serait la meilleure explication, suppose que pour que cette explication soit valide, il faut qu'il y ait un autre miracle qui se produise, c'est que les êtres humains aient un accès direct, par le moyen de l'intellection, à la réalité. Alors que le seul accès qu'ils ont à la réalité, il se fait par le moyen de leur corps, de leur perception d'abord, et puis ensuite, indirectement, de leur représentation. Or, ceux qui défendent l'argument du miracle n'expliquent pas du tout cette histoire-là, ce processus quasiment magique et miraculeux de l'accès direct au réel par la pensée, qui pourrait se passer d'un accès par la représentation. Par conséquent, il faut en déduire que si, enfin, il faut de deux choses l'une, si l'argument du miracle est effectivement la meilleure explication, alors on doit être capable d'expliquer d'où vient cette faculté, comment elle fonctionne, comment les êtres humains accèdent directement au réel. Si on n'est pas capable d'expliquer ce mécanisme-là, alors il faut rejeter l'idée selon laquelle l'argument du miracle est la meilleure explication. Parce que on ne peut pas avoir pour meilleure explication d'un phénomène un mécanisme auquel on ne comprend absolument rien. Donc, premier argument qui permet de rejeter l'argument du miracle, ça ne peut pas être la meilleure explication s'il existe d'autres explications concurrentes qui ne nécessitent pas de recourir à des nouvelles hypothèses métaphysiques qui procèdent de miracles elles-mêmes. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Peut-être un peu... Bon, c'est pas très compliqué en réalité, mais peut-être un peu tendu. Bon, deuxième chose, c'est une idée qui a été amenée par un philosophe des sciences qui s'appelle Bas van Fraassen. Alors, je suis désolé, ça n'a pas été traduit en français non plus. Le problème, c'est que si vous arrêtez à ce qui a été traduit en français, vous faites plus de philosophie. Vous en faites, mais... Alors, Van Fraassen, dans The Scientific Image, évoque un argument qu'il appelle l'argument de la sélection. Alors, je vais vous le donner tel quel, puis on va voir ce qu'on peut en tirer. Puis il y a ça aussi. Bon, alors, observons de près l'idée de Van Fraassen. Van Fraassen dit, bon, ce que font les réalistes scientifiques, c'est qu'ils font comme si, en fait, il n'existait que très peu de théories en sciences, ou comme s'il n'avait existé que très peu de théories scientifiques dans l'histoire des sciences, et comme si, à chaque fois, ces théories avaient touché au but. Et effectivement, vous comprendrez bien qu'il serait tout à fait étonnant si, à chaque fois que quelqu'un créait une théorie scientifique, cette théorie était vérifiée, validée par l'expérience sensible, par l'expérience empirique. Ce serait très très étonnant. Or, remarque Van Fraassen, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous regardez l'histoire des sciences depuis l'Antiquité, vous avez eu un très très grand nombre de systèmes philosophiques, un très très grand nombre de théories, et la plupart de ces systèmes et de ces théories se sont avérés être rejetés par l'expérience. La plupart de ces théories étaient toutes fausses en fait. Et il y en a quelques-unes qui résistent au test expérimental. L'idée de Van Fraassen, c'est que les théories qui résistent au test expérimental
Eh bien, tout simplement, obéissent à une sorte de processus de sélection naturelle. Elles survivent parce qu'elles fonctionnent. Et toutes celles qui ne survivent pas parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et si elles ne fonctionnent pas, alors elles sont rejetées. Et si elles ne fonctionnent pas, alors elles sont finalement oubliées. On ne se souvient que des quelques théories qui fonctionnent. Alors aujourd'hui, il y en a quand même très peu. Vous avez la théorie de la relativité, la théorie de la mécanique quantique en physique, et puis c'est à peu près tout en fait. Et toutes les autres, on sait qu'elles sont fausses. Donc en fait, comme il y a un très grand nombre de théories qui existaient, qui ont existé et qui existent encore aujourd'hui, mais que la plupart sont fausses, eh bien c'est pas si étonnant finalement si quelques-unes arrivent quand même à fonctionner. Imaginez que vous jouiez à une loterie. Imaginez qu'on joue au loto. Les chances de gagner au loto sont environ d'1 sur 19 millions. Vous jouez au loto et vous gagnez systématiquement. Ça, ce serait un miracle. Et effectivement, la meilleure explication qui pourrait découler du fait que vous gagnez systématiquement au loto, c'est que vous connaissiez à l'avance le tirage qui tombera, ou que vous connaissiez les règles qui régissent le fonctionnement de l'espèce de boule dans laquelle sont les boules du loto, et qui vous permettent de faire des prédictions systématiquement exactes. Donc vous connaissez la réalité sous-jacente au jeu du loto, en quelque sorte. Bon. Mais c'est pas comme ça que ça se passe au loto. Au loto, vous avez toujours des millions de joueurs, et parmi ces millions de joueurs, parfois vous avez un gagnant, deux gagnants. Mais est-ce que ça ne serait pas étonnant si, en plusieurs décennies de loto, il n'y avait jamais de gagnant? Ce serait ça qui serait bizarre plutôt. Imaginez qu'on joue au loto pendant des décennies, il y a des milliards de tirages de loto, enfin des milliards de grilles de loto qui sont remplies. Vous avez une chance sur 19 millions de gagner, des milliards de grilles de loto sont remplies et personne ne gagne jamais. Ce serait quand même très très improbable. Statistiquement, ce serait vraiment un miracle en quelque sorte. C'est normal qu'il y ait des gagnants au loto. C'est juste du hasard statistique. C'est normal qu'il y ait des gagnants au loto. De la même manière, c'est pas très étonnant qu'au milieu de toutes les théories qui existent, il y en ait quelques-unes qui permettent de comprendre et d'expliquer le réel et de faire des prédictions. Ce serait très étonnant s'il n'y avait jamais une seule théorie gagnante. Ce serait très bizarre. Ça, ce serait miraculeux. Parce que ça voudrait dire que l'activité des êtres humains parvient à défier et à surpasser le hasard. Ça, ce serait quand même assez extraordinaire, vous voyez. Bon, finalement, on se trouve ici dans une situation dans laquelle on arrive à expliquer le fait que les théories fonctionnent tout simplement par hasard. Le hasard statistique, c'est un phénomène que l'on connaît. Donc, il semblerait que ce soit une meilleure explication de simplement se dire que, oui, par hasard, compte tenu du fait qu'il y a un très grand nombre de théories, certaines parviennent à fonctionner correctement, c'est-à-dire à faire ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire à donner des bonnes explications et des bonnes prédictions, et que la plupart d'entre elles soient oubliées. Ce n'est pas normal que certaines soient sélectionnées au milieu de toutes les théories qui sont pour la plupart fausses. Donc l'argument de Putnam et de Tiersoner ne fonctionne pas là non plus. Puis il y a une troisième chose que l'on peut souligner. Et alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est un argument très très fort qui vraiment rend complètement insensé l'argument du miracle. C'est ce qu'on appelle l'incommensurabilité des théories ou des paradigmes. Incommensurabilité. Bon, je vais utiliser le mot théorie, même si ce n'est pas celui qui est utilisé par le philosophe en question, mais ce n'est pas très grave. Il est avancé par Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques. Vous voyez, la métaphysique pensait rentrer par la petite porte, mais elle ressort très très rapidement. Thomas Kuhn remarque que, alors je ne vous donne pas le contexte historique de cette discussion philosophique, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément nécessaire ici. Thomas Kuhn remarque que la plupart des théories scientifiques jusqu'alors ont été prouvées fausses. Par exemple, on sait aujourd'hui que la théorie de Newton est fausse. On sait parfaitement que... Enfin, qu'est-ce qu'on vous a appris, vous? Quand les corps chutent, c'est à cause de quoi? On fait de la science ici? Il y a des gens qui font de la science ici? Qui fait S ici? Oui, enfin l'équivalent, quoi. Voilà. Parfait. Les meilleurs sont encore là. Oui, si un corps tombe, quelle est la cause de la chute du corps?
La gravité c'est quoi? C'est une force, je l'ai dit, c'est une force. La gravité est une force. Bon, eh bien aujourd'hui, on sait très bien que la gravité n'est pas une force. On sait que cette hypothèse est fausse. On pense qu'en fait, aujourd'hui ce qu'on pense, c'est que si les corps chutent, c'est pas parce qu'ils sont attirés par une force de gravité qui de toute façon n'existe pas, c'est parce que ils suivent les lignes de l'espace-temps. En gros, quoi. Bon. Et en fait, on sait que la théorie de Newton est fausse. Alors comment est-ce qu'on a découvert qu'elle était fausse? On avait plusieurs indices, mais il s'est passé un truc. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a réussi, grâce à des calculs mathématiques basés sur la théorie de Newton, à prédire l'existence de Neptune. Et bien on s'est aperçu aussi que Mercure avait une orbite qui était anormale. Et on a pensé, enfin les physiciens ont pensé, fort du succès qu'ils avaient obtenu avec Uranus et Neptune, que c'était à cause d'une planète qui se trouvait à côté de Mercure et qui modifiait son orbite. Et avant même qu'on ait observé cette planète, les physiciens l'ont baptisée, ils lui ont donné le nom, ils l'appelaient... Non, vous ne connaissez pas Star Trek? Vulcain. Ils l'ont appelé Vulcain. Et donc, très enthousiastes, les physiciens font leurs calculs, ils se disent, voilà, Vulcain est là, ils pointent leur télescope, pas de Vulcain. Alors après, ils ont fait d'autres hypothèses, ils ont pensé que ça pouvait être un nuage de particules, un nuage de trucs, enfin... Ils ont multiplié les hypothèses, et à chaque fois, ça échouait. Ils se sont donc dit qu'il y avait un problème avec la théorie de Newton. Et il se trouve que la théorie d'Einstein expliquait aussi bien que la théorie de Newton, et prédisait aussi bien que la théorie de Newton tous les phénomènes expliqués et prédits par la théorie de Newton, et en plus, en expliquait de nouveau. Et puis surtout, elle expliquait mieux que la théorie de Newton l'orbite de Mercure. Donc on sait aujourd'hui que la gravité n'est pas une force, c'est pas possible, en fait, parce qu'aujourd'hui on pense que c'est pas possible qu'il y ait quelque chose qui, dans l'univers, qu'il puisse y avoir dans l'univers une information qui soit véhiculée de manière instantanée. C'est-à-dire plus vite que la vitesse de la lumière. Or, la force gravitationnelle, c'est justement ce type d'information. Et donc, on a eu, au début du XXe siècle, avec la théorie d'Einstein, un changement assez radical de paradigme. On est passé d'une théorie dans laquelle on pensait que la gravité était une force, que l'espace et le temps étaient absolus, à une théorie dans laquelle on pense que la gravité n'est pas du tout une force, et que l'espace et le temps déjà ne sont pas distincts, c'est l'espace-temps, et puis ils ne sont pas absolus, ils sont relatifs, ils dépendent du référentiel. Et ils dépendent de facteurs comme la masse et la densité. Bon, on voit bien qu'on a un changement radical là, de théorie. Alors comment est-ce que vous pouvez maintenant juste affirmer que vos théories sont de bonnes approximations de la réalité, alors que vos théories affirment des choses qui sont diamétralement opposées? C'est compliqué. Alors, l'argument qu'utilisent encore certains épistémologues, c'est de dire que oui, mais on peut déduire à partir de la théorie de la relativité, les équations de Newton. Et donc, elles ne sont pas les deux théories ne sont pas incommensurables. Sauf que là encore, c'est faux. C'est un argument fallacieux. Ça fonctionnerait si on pouvait déduire à partir des lois de Newton la théorie de la relativité. Or, c'est bien entendu complètement impossible puisque les instruments et les postulats de base sont radicalement différents. Donc, en fait, c'est très difficile. Donc, on dit que les théories sont incommensurables. Ça veut dire qu'elles n'ont rien en commun. Une théorie nouvelle n'apparaît pas à partir d'un progrès de l'ancienne théorie. Si vous voulez, la théorie d'Einstein, ce n'est pas une transformation de la théorie de Newton. Non, une théorie nouvelle, elle apparaît en rupture avec une ancienne théorie. La théorie évolutionniste, c'est pas la suite logique de la théorie créationniste. Non, c'est une rupture avec la théorie créationniste. La théorie de Newton, la théorie d'Einstein, ce n'est pas la suite logique et nécessairement logique de la théorie de Newton. Non, c'est une rupture avec la théorie de Newton. La théorie d'Einstein. Non. Les théories sont incommensurables. Elles partent d'hypothèses qui sont différentes et qui sont parfois contradictoires. Or, un réaliste scientifique au XIXe siècle était enclin à penser que la théorie de Newton décrivait la réalité du monde. Aujourd'hui, un réaliste scientifique, il n'a plus aucune raison de penser que la théorie de Newton est une description fidèle de la réalité du monde. Et donc, il n'a aucune raison de penser que la théorie d'Einstein est une description fidèle de la réalité du monde. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Parce que les deux ensemble, de toute façon, ne sont pas de bonnes descriptions. Les deux ensemble n'expliquent pas les phénomènes empiriques de la même manière. Et qu'est-ce qui vous permet de dire que l'une est meilleure que l'autre? Surtout que l'une décrit mieux la réalité que l'autre. Que l'une est une meilleure approximation du réel que l'autre. On ne peut pas y arriver. Ça, normalement, c'est le coup de grâce à l'argument du miracle. Donc, on a trois arguments.
L'argument du miracle suppose qu'il est une inférence à la meilleure explication d'un phénomène donné qui est les prédictions spectaculaires que font les théories. Or, cette explication suppose qu'il existerait chez les êtres humains une faculté qui leur donnerait un accès direct au réel. Or, comme cette faculté est inexplicable, l'argument du miracle ne peut pas être la meilleure explication. Deuxième argument, il existe un très grand nombre de théories. La plupart échouent à faire des prédictions et des explications correctes. Il est normal que, par hasard, certaines soient sélectionnées et parviennent à accomplir ce qu'on attend d'elles. Sinon, ce serait pour le coup un miracle. Troisième argument, les théories sont incommensurables, donc on n'a aucune raison de penser qu'elles sont de bonnes approximations du réel. Je sais qu'il y a encore des gens qui croient en ça, et franchement, j'ai envie de les taper. Là, quand même, ça tombe sous le sens. On a quand même des arguments très 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 forts qui vont contre l'argument du miracle. Alors, il reste que 3 minutes. Je ne vais pas commencer à dicter maintenant. Est-ce que vous avez des questions ? Vous avez bien compris tout ça ? C'est un peu technique tout ça. C'est un peu technique, mais... Alors, en réalité, on pourrait encore... En fait, on pourrait dire... On pourrait opposer encore un argument à celui-ci. On le fera après. Mais bon, comprenez bien que ce qu'il faut retenir ici, c'est que la notion de vérité, finalement, qui, dans le cadre justement du réalisme métaphysique, eh bien, est réduite simplement à une adéquation entre le discours et le réel, est beaucoup plus compliquée ici. C'est-à-dire que là, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre des théories scientifiques, ce qu'on appelle une vérité, c'est simplement un énoncé qui parvient à décrire des représentations. Mais ces représentations, elles ne sont pas indépendantes du sujet. Et ces descriptions de représentations qui sont vraies ne sont pas immuables. Elles peuvent être prouvées fausses. Et on en veut pour preuve le fait que la plupart des théories qui ont existé jusqu'à présent sont fausses. On a encore même un dernier problème. Allez, je vous donne un dernier exemple sur la question de la commensurabilité. Aujourd'hui, on a un problème qui se pose en physique, c'est qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé avant le Big Bang, enfin, au tout début, à l'origine. Et en fait, on devrait y arriver si on arrivait à unifier la théorie de la relativité, qui est une théorie macrophysique, avec la théorie de la mécanique quantique, qui est une théorie microphysique. Et en fait, ce serait... Pourquoi ? Parce qu'en fait, le monde pré-Big Bang, c'est un monde dans lequel il y a des microparticules et dans lequel il y a des lois de gravité qui s'appliquent. Bon, alors le problème, c'est qu'on n'arrive pas à unifier ces deux théories. Pourquoi ? Parce que ces deux théories sont elles-mêmes incommensurables. Non, même là, en fait, vous ne pouvez pas dire que la mécanique quantique est vraie en même temps que la théorie de la relativité est vraie, puisqu'elles sont incommensurables. Il y en a au moins une des deux, sûrement les deux, qui sont fausses. Voilà. Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Il est l'heure.